Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission hors série des cérémonies des héros. Les héros, ce sont des patrons de PME, d'ETI qui font vivre nos territoires et je vous présente dans quelques instants mes invités. La cérémonie des héros, héros avec 5 lettres et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la lettre S comme le mot stratégie. On va parler de stratégie avec mes invités et je vous les présente tout de suite évidemment. Laurent Bataille, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Poquelin Hydraulique et vous êtes le gagnant du trophée stratégie. On en parlera avec vous dans quelques instants. J'imagine que ça vous remplit de joie. À vos côtés Didier Moaté. Bonjour Didier. Bonjour. Directeur général de la Banque Palatine, partenaire. Vous avez remis ce prix. Vous nous raconterez évidemment votre engagement en direction des ETI et des belles entreprises françaises comme Poquelin. Et puis Gérard Messanvy est avec nous. Bonjour. Bonjour. Délégué général du club des ETI Île-de-France. Vous nous parlerez de ce que vous faites pour les ETI et la manière dont elles innovent, dont elles pensent l'avenir, dont elles créent de l'emploi aussi, puisqu'on parlera évidemment d'emploi. D'abord, un petit mot, Laurent Bataille, parce que pour vous faire découvrir l'entreprise Poquelin, c'est un peu une entreprise patrimoniale quand on vit à la campagne. Poquelin, à l'origine, c'était les pelleteuses, c'était les pelles rouges qu'on voyait partout. Les rouges. D'abord, ensuite, elles ont été grises. Grises, hein, parce qu'ils ont changé de couleur, vos pelles. Et puis, on va parler avec vous d'innovation. D'abord, un petit mot de ressenti. Ça fait quoi de recevoir un prix stratégie ? Vous dites finalement, je suis récompensé des efforts que je fais ? Écoutez, je crois que la stratégie, c'est ce qui nous permet de voir loin, de conduire l'entreprise. Et donc, d'être reconnu par ses pairs et de recevoir un prix comme ça, c'est quand même une vraie reconnaissance. Et ça peut ne faire que plaisir. Information importante, Laurent Bataille, vous êtes dans la génération des batailles. L'entreprise est créée en 1927. Absolument. Par votre grand-père. Alors mon grand-père était agriculteur, il a participé à la mécanisation de l'agriculture, donc, et il a fabriqué son propre matériel, c'était le début d'un atelier. Il a choisi le nom du lieu-dit, Poquelin, Pochalin, de là où on faisait rouir le lin. Près d'Amiens, hein ? Alors en sud de la Picardie. Sud Picardie. Et donc, voilà, après ses enfants, ses fils sont venus travailler avec lui. Ils ont inventé ensemble la pelle hydraulique. Ça a été une croissance assez fulgurante, plus de 30% par an pendant une vingtaine d'années. Succès incroyable. Et un succès mondial. C'est tout de suite, le choix de mon père a été de dire on choisit le monde, on est spécialiste mondial plutôt que d'être généraliste local. Et finalement, voilà, c'est des gènes qu'il nous a donnés. Malheureusement, dans les années 70, l'entreprise, la famille a été balayée de l'entreprise, rachetée par des Américains. Tout à fait. Et mon père, qui avait 60 ans, en 85, donc ça, voilà, il y a quelques années, a proposé aux Américains de racheter la division hydraulique pour redémarrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint. Il m'a dit, je rachète Poquelin Hydraulique si tu viens. Je suis venu et voilà. Et j'ai fait ça pendant toute ma vie. Vous battre et faire en sorte que l'entreprise reste une entreprise familiale. C'est une entreprise familiale aujourd'hui. Hein. Alors, dans les valeurs de l'entreprise, il y a l'indépendance. Et j'allais dire, j'en suis d'autant plus sensible que l'indépendance, en fait, c'est pas l'indépendance pour l'indépendance. L'indépendance, c'est pour la liberté de conduire... De faire vos choix. Voilà, exactement. Souvent, moi qui ai plein d'enfants, je dis à mes enfants... conduisez votre vie, ne vous laissez pas conduire par la vie. Et en fait, donc voilà, la liberté d'entreprendre passe par l'indépendance, passe par un certain nombre de choses, mais voilà, c'est d'un point de vue stratégique, je crois que c'est extrêmement important. Didier Moaté, comment vous réagissez ? Parce que là, on a une très belle ETI, 2500 collaborateurs dans le monde. Hein. Il y a des filiales un peu partout, à la fois familiales, mondiale et innovante. On va en parler. Ça vous a fait quoi de lui remettre le prix ? J'étais très heureux parce que c'est une magnifique illustration de ce qu'on a envie de mettre en valeur dans ce type de cérémonie. C'est possible. Vous représentez, hein, je ne veux pas exagérer parce que je sais, je ne veux pas blesser votre humilité. Il y a une forme de grande modestie, ouais. Oui, absolument. Ça participe d'ailleurs des qualités d'un patron, mais c'est une illustration parfaite. C'est une affaire familiale sur des générations qui a su se renouveler, sur une marque qui partait d'une autre technologie, qui est aujourd'hui, qui a réussi à pénétrer son marché domestique, qui a une croissance aujourd'hui à l'international. Un pays nouveau tous les 2 ans. Et puis alors qu'on ne l'imagine pas, je l'ai un peu découvert en retravaillant et en discutant avec vous,
l'innovation. Ouais. L'innovation, dans le top 5 des ETI en termes d'innovation avec le dépôt de brevets. Donc c'est une forme d'hommage à ce que représente l'ETI d'aujourd'hui et sans doute aussi ce qu'on souhaite l'ETI de demain. Les ETI dont on dit qu'il en manque encore trop en France comparé aux Allemands, puisqu'on les compare tout le temps. Gérard Messanvi, vous rejoignez ce que dit Didier Moité, c'est emblématique d'une entreprise qui, à la fois qui réussit, qui innove et qui travaille aussi sur un temps long, parce qu'il y a vraiment un enjeu lorsqu'on innove, c'est de se dire je travaille pour le temps long, pour les futures générations. Exactement, l'entreprise Poquelin coche toutes les cases et assez caractéristique des entreprises que l'on peut croiser au sein du club ou dans les réseaux d'ETI. C'est à la fois des entreprises familiales, pour les 2 tiers d'entre elles, qui creusent le sillon, qui sont ancrées dans le temps long, sont vraiment ancrées dans un territoire et qui se projettent à l'international, avec vraiment une position de conquérant, de leader, et qui généralement sur sa niche, sur son marché, en fait, est ce qui se fait de mieux au monde. Alors, il y a les pelles hydrauliques pour ceux qui ne seraient jamais allés à la campagne, ces pelleteuses. Puis là, vous êtes sur un marché, on va parler du marché automobile, mais d'abord parlons de l'hydrostatique, parce que c'est une nouvelle technologie. Comment ça se passe ? Comment un patron, vous dites, on va orienter le marché dans ce sens-là, je sais que c'est porteur, vous me disiez en préparant l'émission, que ça fait 30 ans, bon, certes, mais comment ça se passe, ça ? Écoutez, moi, en fait, le sujet, c'est de faire gagner ses clients. Moi, quand mon grand-père vendait, ou mon père vendait une pelle hydraulique, c'est que son client achetait 1 ou 2 camions, et en fait, ça a été les 30 Glorieuses. Oui. Mais ils se sont vraiment développés. Il y avait aujourd'hui des noms dans les travaux publics qui sont issus de cette période-là. Nous, de la même manière, nos transmissions, c'est quoi ? En fait, entre le moteur, sur un véhicule ou sur une voiture. Camion, poids lourd, bus. Tout ce qui va dans les champs, c'est ça. Tout ce qui va sur les chantiers, tout ce qui va dans les usines, tout ce qui va dans les mines. Et donc à chaque fois, vous avez un moteur thermique. Alors maintenant, peut-être un moteur électrique aussi. Derrière, ça, c'est un enjeu d'ailleurs. On pourra en parler après. Et donc, on met une pompe, on met des moteurs hydrauliques dans les roues et ça transmet la puissance du moteur vers les roues pour bouger les engins, ou les engins agricoles, ou les engins... Et ça, vous l'avez breveté. C'est-à-dire que... Il y a une politique de brevet et de protection absolument forte, oui. On est dans un monde très, très concurrentiel et à un moment, il faut se défendre. Il faut se défendre et surtout dire ce qu'on fait. D'ailleurs, un mot, parlons-en. On est dans la bataille et la lutte contre le réchauffement climatique. Et évidemment, tous les industriels, vous en faites partie, vous vous dites qu'il faut aussi qu'on avance avec ces enjeux. J'ai vu qu'il y avait une réflexion et un vrai travail technologique, puisque vous avez l'outil. Oui, il y a plus qu'une réflexion aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une mutation. Enfin, tout est lié. Donc, il y a une mutation. On pourrait parler de RSE, on pourrait parler de tous ces enjeux-là. Et aujourd'hui, nos clients nous demandent de pouvoir offrir des machines, soit avec un moteur thermique, un moteur à explosion, soit des batteries, un moteur électrique. C'est encore balbutiant. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Là, vous êtes, c'est quoi ? C'est les ingénieurs de chez Poquelin qui bossent ? Aujourd'hui, on a une équipe qui travaille. Et puis, alors, il y a des enjeux de vitesse. Vous parlez de stratégie. Aujourd'hui, dans les stratégies qu'on met en œuvre, à la fois, ce sont des stratégies de long terme, parce que je pense que la mutation vers l'électrique, elle ne va pas arriver avant 2030, 2040, 2050. Sur les engins dont vous parlez. Mais par contre, absolument. Ah ouais. Mais par contre, même les voitures, on va voir. Mais... par contre, on s'y prépare dès maintenant. Et aujourd'hui, pour aller vite, pour être prêt, pour pas que le train parte sans nous, parce qu'en fait, c'est difficile de s'accrocher à un train qui roule. Oui. Par contre, de monter dedans quand il est à l'arrêt et puis qu'il va tout doucement, ça fonctionne bien. Et donc aujourd'hui, on a déjà mis sur le marché des transmissions purement électriques, dont l'enjeu est le zéro émission. Vous savez que maintenant, beaucoup de municipalités ont fait des zones à émission, des ZEV, là, des zones... Zéro émission. Zéro émission, c'est ça. Voilà. Et donc, il faut absolument qu'on puisse... Émission faible. Et encore une fois... ZFE. Voilà, zone émission. Qui suscite d'ailleurs quelques tensions. Et l'enjeu majeur, c'est pour nous, encore une fois, c'est d'aider nos clients à apporter les bonnes solutions à leurs clients. Juste un mot, gagner ses clients. Pour entendre nos deux invités, mais d'un seul mot et
c'est des ingénieurs, vous mettez les mains dans le cambouis pour faire un vilain jeu de mots avec les pelles hydrauliques. On a plus de 10% des effectifs qui sont en recherche et développement. Ça, je crois que c'est... Ça, le paquet est mis là-dessus. Absolument. Et on parlait d'international. Moi, je peux vous dire que la France, aujourd'hui, on est parfaitement bien placée. On a des bonnes écoles, on a des bons réseaux, on a des bonnes... nous, on est... Ça fait du bien entendre. Mais oui, mais il faut le dire. Attendez, nous, on est entre le CETIM, qui est le centre technique des industries mécaniques à Senlis, l'UTC à Compiègne. C'est vrai qu'on est plutôt bien servi. Il suffit j'allais dire, de mettre ses oreilles en éventail et puis d'aller chercher les bons éléments. Et de proposer à toutes ces personnes, tous ces ingénieurs, des projets. Donc voilà. Didier Moatet, parce que ce qui est intéressant, c'est d'entendre cette entreprise, encore une fois, qui démarre de l'appel, mais qui se projette sur des enjeux d'avenir, même des enjeux qui ne sont pas encore complètement au point, mais il se dit, il faut y aller, parce que si on prend le train qui va trop vite, on ne pourra jamais monter dedans. Là, il est monté dedans. Et il réfléchit à avancer sur sa technologie. Ça, c'est la bonne stratégie de travailler sur le temps long. D'abord, dans la période de certitude qu'on connaît, et franchement, on a connu des périodes de certitude, vous ne me démentirez pas, mais je pense que celle-ci est particulière. Ça remet en perspective l'importance de la stratégie, de la vision à long terme, et des allers-retours entre temps long et temps court. Construire finalement un présent qui est par définition incertain sur un futur qui, lui, l'est davantage parce que c'est l'expression de votre vision, de votre ambition. Et puis, je pense que c'est ce que je comprends un peu de vos propos, c'est ce que je retrouve également à la Banque Palatine. L'exercice stratégique, ce travail de temps long, c'est aussi un magnifique moment pour fédérer, rassembler ces équipes autour d'une vision qui est incarnée par le chef d'entreprise. Donc ce temps stratégique, ce temps long est absolument essentiel, a fortiori dans ce contexte d'aujourd'hui. Gérard Messenvi, emblématique, typologique, l'entreprise Poquelin par rapport au club de ces ETI, tournés vers l'innovation, qui font des brevets, qui ont des ingénieurs maison. C'est ça l'avenir des ETI aujourd'hui, c'est d'être capable d'innover, pour le dire simplement, pour tenir tête à de très grandes puissances, je pense à la Chine évidemment, oui, et à d'autres. C'est ça l'enjeu. Oui, tout à fait, c'est à la fois l'avenir et même l'histoire des ETI. Finalement, les ETI, si elles se pérennisent, si on a des deuxième, troisième, voire cinquième génération, on a des ETI qui sont parfois pluricentenaires, c'est qu'elles ont su, au fil des crises, des rebondissements, pivoter et justement s'adapter. Donc l'ADN des ETI, c'est l'innovation. Les ETI, c'est 1/3 de la dépense en R&D en France, on ne le dit pas assez, c'est un tiers de la valeur ajoutée. C'est énormément de choses et les ETI ont toujours su, grâce à cette stabilité actionnariale, à ce capital patient, prendre des décisions parfois en avant. Et souvent familiales. Tout à fait. C'est intéressant. C'est pas un hasard. C'est intéressant, mais oui, la répartition du capital, il est familial et les choix ne sont pas les mêmes. Allez-y, Didier Moatet. C'est pas un hasard. Si on a 2/3 d'ETI aujourd'hui, 7 ETI sur 10, si on peut penser que la croissance et le développement des ETI passera aussi par l'accompagnement des ETI familiales, on a un vrai sujet de transmission dans les prochaines années. Clairement. Parce qu'on vient de le dire, une des clés du succès, c'est le temps long. C'est de penser le temps long, c'est parfois même privilégier le temps long sur le temps court, la capacité d'investir, d'affecter finalement des moyens, alors même que le retour n'est pas immédiat, et ça, c'est un peu le propre des affaires familiales. Je vous ai coupé la parole, Gérard Messenvi, puis j'avais une question à poser à Laurent Bataille sur, non pas la transmission, mais sur l'idée de où va l'entreprise, où vous l'emmenez, parce que vous avez évidemment une petite idée derrière la tête. Un mot sur l'accompagnement de ces ETI, parce qu'on voit que ce sont des entreprises tournées vers l'international. Certaines disent on a besoin d'être accompagnés pour pénétrer des marchés, pour aller à la conquête de nouveaux pays, des cultures différentes, des fiscalités différentes. Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs moyens d'accompagner les ETI et l'une des dynamiques émergentes que les ETI ont dans leurs atouts aujourd'hui, c'est ces dynamiques de réseau d'entraide que sont les clubs ETI, justement, qui permettent en fait de casser la solitude du stratège qui souvent doit avoir la réponse et doit tenir le cap. Oui, dans des moments comme ça d'angoisse où je vais à gauche, je vais à droite. Dans quel état d'esprit vous êtes, Laurent Bataille ? Parce qu'il y avait une double question dans ce qu'a dit Didier Moatet. Il y a le fait d'une stabilité par le capital familial. Ça, c'est pour vous très important, je crois. Et puis, il y a l'idée de l'entreprise demain. Double question. Alors, sur le capital, nous, on a fait un choix dès le départ d'avoir des salariés actionnaires, soit à travers un fonds commun. Et donc, aujourd'hui, on a des autour de engagement. 10%. Ouais. Mais c'est une manière aussi, j'allais dire, d'une certaine cohérence, d'une certaine uniformité. On ne raconte pas aux actionnaires d'un côté un discours et puis aux salariés un autre discours. En fait, on a un discours cohérent. Enfin, moi, souvent, je parle de l'équilibre des parties prenantes pour réussir au service des clients. C'est exactement ça. C'est vraiment une des... Je pense que c'est une philosophie, ça, d'ailleurs. Absolument. C'est une forme d'éthique que vous avez.
Oui, c'est toujours l'homme au centre. Hein. C'est à chaque fois, on revient à ça, parce que qu'est-ce qui tire les entreprises ? Ça reste les hommes. Et effectivement, vous parliez de réseau. Moi, j'ai eu le bonheur dans toute ma vie professionnelle, je me suis un peu occupé de ça, mais de jamais être isolé. Par exemple, on a un conseil d'administration avec 6 administrateurs indépendants qui, je peux vous dire, qui me mettent souvent sur le grill, parce qu'en fait, si un chef d'entreprise Il vous challenge. Exactement. Ouais. Mais même, j'irais dire, il m'aiguillonne quelquefois. Et je trouve que ça, c'est... Et moi, j'ai eu toujours le bonheur d'être accompagné par des administrateurs, oui, qui nous vraiment, hormis les administrateurs familiaux, évidemment. Et administratrices, puisque Administratrices, oui, on en a... Me semble-t-il. Oui, absolument. Mais oui, c'est vraiment un... En fait, c'est vraiment un enjeu important. Je crois que la complexité pour définir une stratégie dans le monde actuel, c'est tellement ouvert que c'est quand même bien quelquefois d'être... Encore une double question, vos défis, parce que vous nous dites une grande partie de notre stratégie, c'est la R&D, c'est le développement, c'est les brevets. C'est quoi les défis qui vous attendent là dans les 2 années qui viennent ? Alors, je crois que le numéro 1, ça reste la compétence des hommes et la capacité à attirer des gens. Des talents. Alors, parce qu'en fait, on voit bien les nouvelles générations, elles sont très branchées sur la RSE, elles sont très branchées sur un équilibre de vie. Et là, moi, je suis assez optimiste dans ce sens que une entreprise comme la nôtre est capable de faire venir des jeunes, ou pas des moins jeunes d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit, sur un projet. Et c'est vrai que on est de plus en plus dans la gestion d'un projet, dans un partage de vision. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, mais qui est un peu compliqué à employer, c'est la subsidiarité. Voilà, je te confie une mission, je te confie un projet, et puis à partir de là, je vérifie que tu as les moyens, je t'aide si tu as besoin. Mais tu es autonome. Et puis on va jusqu'au bout. Et en fait, après, tout à l'heure, vous avez abordé le sujet des réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être dans des stratégies de ne pas faire toujours tout seul. Donc là, vous impliquez l'idée qu'il faut à la fois déléguer, autonomiser. Déléguer à l'intérieur. Ça, c'est important. Et autonomiser, ça, c'est sûr. Oui. Et d'autant plus que maintenant, c'est quand même... voilà, c'est ce qui intéresse les acteurs de l'entreprise. Ouais, le monde a changé, hein. Enfin, faut quand même et puis aussi, il y a quelque chose de totalement nouveau. Et on a fait 2 fois avec le C-Team, on a essayé de faire des journées de start-up, parce que les ETI, c'est compliqué. On n'a pas les moyens de faire des grands prix comme peuvent faire certaines grandes entreprises. Aller chercher des start-up qui peuvent vous aider. On a été chercher des start-up, et moi, je suis ébloui par les contacts qu'on peut avoir avec des start-up, où nous leur apportons le réseau, nos clients, notre savoir-faire, eux, ils nous donnent des idées, et pareil, encore une fois, ils aiguillonnent nos équipes. C'est de la fraîcheur aussi. Hein. Non, mais c'est surtout, on est très très vite sur le marché avec eux. Et ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Très dynamique, Laurent Bataille. Un mot chacun. Didier Moité. On parle beaucoup de temps long, mais effectivement, c'est la clé. C'est souvent aussi le temps court, l'agilité, la manœuvrabilité. Et donc, le fait d'avoir une vision qui embarque l'ensemble de ses collaborateurs, de son équipe, parce que c'est elle qui fait face, et notamment qui fait face à la tempête. Moi, je prendrais qu'une illustration qui nous a tous et toutes concernés, c'est quand même le Covid. Vous vous souvenez de l'aphorisme de ce général Poussien, il n'y a pas de plan qui résiste au premier coup de canon. Premier coup de canon, Covid, rappelez-vous, on est en mars 2020. Je pense que tout le monde avait des idées assez claires, encore une fois, sur son modèle, sa vision, mais il a fallu réagir tout de suite. Et que les banques soient très agiles. Exactement. Aussi. Et donc on a d'autant plus réagi les uns les autres, et les banques, effectivement, on a fait le job, qu'on avait des équipes embarquées, associées à l'écoute des clients. Donc je crois que sur ces sujets, on se retrouve pleinement. Comment vous le regardez ? Parce que vous avez ce club des ETI. Alors je ne suis pas certain, je crois que vous êtes dans le club parce que vous êtes à la limite, c'est ça ? Parce qu'en Ile-de-France... Entreprise familiale, l'avantage c'est qu'on a des frères, et donc c'est mon frère qui est voilà. le club ETI. Parce que du métier. Voilà, d'accord, du métier, on est d'accord. Comment vous le regardez ? Mes petits, bien évidemment. Bien sûr, comment vous le regardez, Laurent Bataille, dans cette espèce de vision prospective de toujours aller de l'avant ? C'est un exemple à la fois qui montre aussi que les ETI ne sont pas des belles endormies, ce sont des entreprises vraiment avec une logique entrepreneuriale et une croissance durable. Donc on est vraiment à la fois, les ETI finalement c'est le meilleur des 2 mondes, à la fois une organisation, une structure qui permet d'aller à l'international, d'aller à la conquête, à l'instar des grands groupes. Et puis une stratégie aussi RH, RSE qui est intéressante, pour attirer les talents aussi, parce qu'il faut donner envie aux jeunes ingénieurs d'aller plutôt chez Poquelin que dans les boîtes, les grands groupes.
Exactement, on essaye de casser un peu cet aspect binaire, start-up, grand groupe. Bah ouais. En effet, montrer que les ETI ont également l'agilité des structures plus petites et qui peuvent répondre à une quête de sens dont on entend énormément parler et que l'on retrouve dans les ETI à travers l'engagement, à travers leur histoire et à travers aussi des process bien plus simplifiés. On parlait tout à l'heure de transversalité, on parle aussi de mise en responsabilité assez forte, d'exposition des jeunes qui peuvent vite monter en compétences et en plus qui peuvent s'exporter et ensuite aller à C'est l'international. tout l'intérêt de ces entreprises d'ailleurs, de grandir avec. Il y a un mot qu'il faut absolument employer, c'est le mot confiance. En fait, Faire ce qui confiance. fonctionne, faire confiance, Ben oui. absolument. Oui. Et moi, souvent, je pose la question à mes collaborateurs, quel est ton coup d'après? Là, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est bien, ça roule, on l'a préparé. Vous faites le journaliste finalement là. Mais non, mais quel est le coup d'après? Ah, mais quel est le coup d'après? Bien sûr. Voilà, tu es sur un projet, tu es sur un truc. Quel sera le prochain client? Quel sera ton prochain développement? Ta prochaine conquête? Toujours tourné Et vers toujours un peu. Puis il faut placer la barre un peu haut. Vous avez Mieux beaucoup- vaut grimper à 6 000 qu'à 3 000. Merci à vous. Didier Moitié, vous vouliez rajouter quelque chose? Simplement nous dire que vous étiez heureux d'avoir repris un patron aussi dynamique. On retrouve ces patrons d'ETI, en fait, ce qui les caractérise, des individus passionnés par leur maison, par leur histoire, leur culture, leurs salariés, et puis qui ont cette obsession du client, de la création de valeur, et puis de cette remise en question permanente. Je crois que c'est un peu les deux clés ou les défis qui sont devant nous pour embarquer 5000 ETI de plus dans les prochaines années. Laurent Bataille, il me reste encore un tout petit peu de temps. On vient de me le dire dans l'oreille. On n'a pas évoqué l'implantation à l'étranger, puisqu'on a parlé de votre belle entreprise, ce travail mené sur le terrain, ici en France, puis il y a aussi l'international. Comment ça se passe, les choix stratégiques d'un pays, d'un autre? Qu'est-ce qu'on examine? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on vise? Comment on organise cela? C'est toujours intéressant de voir comment une entreprise se tourne vers des pays étrangers. Je crois que, si je reprends ce que nous avons fait, c'est une conquête progressive. On ne peut pas être sur tous les fronts. Donc, c'est... On consolide et après On consolide, mais surtout, un de nos choix, ça a été d'avoir partout dans le monde de nos salariés directement en contact avec les clients. Donc, plutôt des filiales à 100%. Il y a eu un déploiement commercial, évidemment, en premier. Ensuite, un déploiement industriel. Si vous voulez vendre aux États-Unis, il faut produire localement parce que les Américains, ils n'ont pas tellement confiance dans les Français qui peuvent être loin, qui bougent, qui rentrent et qui partent, qui arrivent ou qui repartent. Donc, il faut bâtir l'usine sur place. Faut être sur place. La Chine, même chose. Oui. La Chine, c'est le sujet de la Chine, c'est simple, il faut livrer pour hier, pour deux. C'est dès que les Chinois passent une commande et ils n'ont aucune fidélité. Donc Donc ils peuvent vous lâcher du jour au lendemain parce que vous n'avez pas livré au bon moment. On ne livre pas le produit, ils vont chercher chez le concurrent ou chez le voisin ou chez le copieur, parce que nous on a beaucoup de copieurs. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, je crois que l'essence de la conquête que nous avons fait, on a regardé partout où il y avait des fabricants de machines, puisque ce sont nos clients, machines mobiles. Bah oui. Dans les champs, sur les J'ai vous parti sur le routier aussi. Alors, on est allé sur le routier, on est allé... malheureusement, on avait un très faut quitter les champs pour la route, là. Absolument. Donc, on est sur des camions, aujourd'hui. On était sur des voitures. Malheureusement, avec le Dieselgate, ce projet est mort, alors qu'on avait vraiment beaucoup investi dessus. Donc, l'idée, c'était de transformer un 2.4 en 4x4 pour beaucoup moins cher qu'une solution électrique, et surtout sans terres rares, sans toute la complexité. Mais voilà. Pour qu'on y voit clair, là, vous évoquez sur les camions, puisque les voitures, vous nous dites que vous l'avez abandonné. On est sur du thermique, dans l'hydrostatique thermique. C'est quoi la technologie? La technologie, c'est que vous avez en fait un camion 4x4 avec toutes les roues motrices à l'arrière, et dans quelques configurations, ils ont besoin de toutes les roues motrices. C'est ça. Donc, comment rendre ces roues motrices à l'avant de manière simple? Il suffit de mettre un petit moteur hydraulique dans la roue, et puis derrière la boîte de vitesse, ou derrière un moteur électrique d'ailleurs, on a une petite pompe, et ça permet de passer d'être sur tous les terrains. Et après, on a des... Après, il faut faire la preuve client par client. Quand on convainc un client comme Daimler ou comme MAN ou comme Renault Truck, ça aide. Oui, ce sont la notoriété. Évidemment. Ils sont aussi vos ambassadeurs. Ils deviennent ambassadeurs de Poquelin. C'est intéressant, on parlait du mot confiance, mais en fait, quand je regarde, si j'analyse Poquelin, c'est la confiance généralisée, la confiance de nos clients, et de la qualité, confiance de nos fournisseurs, la confiance et du produit que vous livrez. Et ça, c'est bien sûr. Voilà.
Didier Moaté. Ouais, juste un complément, parce que vous parlez de confiance, vous parlez de maîtrise de nouveaux marchés internationaux. Il faut ensuite y intégrer de nouvelles contraintes qui sont passées du marché domestique, se faire régler. Suivre les flux, obtenir. Là, on voit le banquier qui s'exprime. Vous avez raison, c'est un sujet. On voit le banquier. Le banquier, il est sur l'analyse des risques. Il a raison, absolument. Il est sur l'accompagnement des entreprises qui exportent, de manière à ce que cette dimension-là, qui est essentielle, c'est bien de vendre, c'est bien de prendre des parts de marché, mais il faut ensuite être réglé, absolument. Et donc là, l'expertise du banquier est essentielle. D'une manière générale, elle est essentielle sur ces sujets-là en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a sur un plan mondial des instruments, alors ça dépend des pays, mais on a les instruments qui permettent de le faire plutôt. Oui, le débat du recouvrement. On est quand même dans un monde très ouvert. Et puis la couverture de change. Oui, la couverture de change, mais c'est les sujets que j'évoquais. Partir dans le monde, ça veut dire se frotter à tout ça, ça veut dire changer de dimension. Les ETI qui sont dans ce club, elles sont du profil de celles de Poquelin Hydraulique, comme Laurent Bataille, ou c'est aussi des ETI qui préfèrent rester en France? Comment ça se passe sur leur développement à l'international? Alors, globalement, les ETI, je pense, ont trouvé la bonne recette pour aller à l'international. C'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est vraiment l'ancrage et la projection ensuite à l'international. Généralement, 75% des ETI sont à l'international. Ouais. Une ETI sur 3 a une filiale à l'international. Et c'est un tiers de la balance commerciale française, les ETI. Et finalement, je pense qu'elles se basent sur 3 atouts pour cela. Premièrement, elles maîtrisent extrêmement bien leurs activités, leurs produits. Donc, c'est toujours une position de leader domestique qui permet ensuite d'aller à la conquête. Également l'agilité des ETI qui leur permet d'aller s'adapter aux nouveaux marchés. Et les ETI sont souvent des entreprises, comme on l'a dit, familiales ou patrimoniales, avec donc un capital et une gouvernance de long terme. Et donc les réflexions autour de la projection sont mûrement réfléchies. Et on part à la conquête avec un cap qui est bien défini. Laurent Bataille. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser les langues. Moi, depuis une vingtaine d'années, je n'embauche que des gens qui parlent anglais à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, par votre développement. Et en fait, alors pendant longtemps, on me disait, oui, mais il est bon, on l'embauche même s'il ne parle pas bien anglais. Et puis, vous savez, c'est le stagiaire qui arrive, il est bon, on va le prendre, il ne reste que 3 mois. Et puis à la fin, on me dit, il est bon, on va le garder, même s'il ne parle pas anglais. Donc aujourd'hui, ça, c'est une règle. Ça, c'est une exigence que vous avez. Dans une entreprise comme la nôtre, si on ne parle pas anglais couramment, alors couramment, attendez, on n'est pas dans le Shakespeare. C'est pas Shakespeare, mais il faut maîtriser la langue. On est dans le broken English comme le mien, avec un bon accent français. Mais en tout cas, simplement, pouvoir écouter une réunion, écrire un mail, passer un coup de téléphone. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Avant de nous quitter, je vous repose la question parce qu'elle est importante pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à votre entreprise et puis au prix que vous avez reçu. Les défis que vous avez devant vous, c'est quoi vos défis? C'est la route? C'est trouver la technologie sur les batteries? On n'a pas évoqué l'hydrogène. Quels sont les défis qui vous attendent pour que Poquelin reste dans 10 ans l'entreprise qu'elle est aujourd'hui et qu'elle soit encore plus puissante? C'est clair, c'est l'adaptation au client. Alors, ce qui est un peu plus compliqué... Et à l'environnement, si je peux me permettre. C'est ce que j'allais dire. Les réglementations arrivent, et quelquefois, c'est des réglementations qui sont, allez, disons-le, utopistes. Et donc, on est un peu tiraillé entre le champ des possibles, d'un côté, et la réglementation, qui est quelquefois tatillonne ou compliquée, de l'autre côté. Et contraignante à certains égards. Et contraignante. Et puis après, c'est la réglementation, c'est qui paye. Parce que c'est bien gentil, mais aujourd'hui, une voiture avec une batterie coûte beaucoup plus cher qu'une voiture avec un moteur thermique. Avec le débat du recyclage, puisque celui-ci n'est pas totalement réglé. De l'économie verte et sans parler de tous les enjeux sur lesquels il faut absolument plonger. Je ne suis pas en train de dire... Ce que je dis, c'est attention à ne pas pousser les entreprises dans des... La charrue avant les bœufs, pour le dire un peu vite. Oui, ou un décalage avec d'autres. On est quand même français, en concurrence avec le monde. Et quand je vois les Américains ou qui sont beaucoup plus... Qui ont moins de règles, selon vous? Notamment sur tout ce qui est électrification. Ils vont prendre 10 ans de retard. Ils sont moins pressés que nous. Et merci à vous trois de nous avoir éclairés. Merci Didier Moaté d'être venu nous éclairer, directeur général de la Banque Palatine, qui accompagne, on l'aura compris, les ETI, mais aussi de manière générale les entreprises. Et leurs dirigeants. Et leurs dirigeants, évidemment. Merci à Laurent Bataille, fleuron de notre industrie innovante et mondialisée et mondiale à travers Poquelin Hydraulique. Vous avez reçu le prix stratégie de cette cérémonie des héros et je sais que vous êtes très très fiers. Gérard Messanvy, merci d'avoir répondu à l'invitation, délégué général du club des ETI d'Île-de-France, avec le frère, on l'aura compris, de Laurent Bataille qui est dans votre club. Merci à vous trois, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.